Salut à tous mes petits colibris et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet du substrat sur nos plantes d'intérieur. Restez bien jusqu'au bout car je vais vous délivrer toutes les infos et astuces pour améliorer la croissance de vos petits monstres verts le plus simplement possible. Je vous souhaite un bon visionnage à tous, le générique c'est parti. Le sol joue un rôle important pour les plantes, dans lequel les racines vont se frayer un chemin. C'est avant tout dans celui-ci que la plante va puiser l'eau et les éléments nutritifs pour la croissance. Les plantes en pot sont cultivées dans un petit volume. Il est donc primordial que la composition du substrat réponde au mieux aux besoins de la plante. Dans la nature, la partie du sol dans laquelle poussent les plantes est un mélange constitué de plusieurs types de matériaux. La matière minérale gravier, sable, argile qui est le produit de la dégradation physique et chimique de la roche, et puis la matière organique, fruit de la décomposition des matières végétales et animales que l'on appelle humus. Le sol contient aussi de l'eau, de l'air et abrite de nombreux micro-organismes. C'est donc un milieu vivant qui peut être varié avec une terre légère et aérée ou compacte, un pH acide ou basique, ou des éléments riches ou pauvres en éléments nutritifs. Les plantes que nous avons à la maison grandissent dans des milieux plutôt divers. Certaines bénéficient d'un sol riche en humus, d'autres sont dans des sols plus pauvres. C'est le cas des plantes carnivores qui ont dû trouver d'autres sources d'alimentation. Les cactées et plantes grasses stockent l'eau pour survivre dans un sol sec. Et enfin d'autres végétaux comme les plantes épiphytes poussent sur des supports comme des roches ou troncs d'arbres par exemple, et ne sont donc pas en contact avec le sol. Celles-ci ont trouvé un moyen d'absorber l'humidité atmosphérique. En règle générale, une plante adaptée à la sécheresse craindra les excès d'eau et préférera un sol bien drainé. Au contraire, un sol avec une bonne rétention d'eau sera adapté pour les plantes aimant la fraîcheur et l'humidité. Il en va de même pour l'aération du sol et de sa richesse en nutriments. Dans la maison, la qualité du sol, au même titre que la lumière et la température, est un facteur important à prendre en compte. Les plantes vendues dans le commerce ont généralement été cultivées dans un substrat léger et aéré, riche en tourbe. C'est un mélange relativement pauvre, mais qui remplit assez bien son rôle. En effet, les producteurs apportent une fertilisation parfaitement contrôlée et adaptée à la plante tout au long de sa croissance. En revanche, une fois la plante achetée, il est plutôt avantageux de rempoter dans un mélange plus riche après un mois d'acclimatation à son nouvel environnement et ne demandant pas une fertilisation autant pointilleuse qui peut être difficile à réaliser chez soi. Dans le commerce, on trouve de nombreux mélanges prêts à l'emploi qui sont appelés terreaux. Or, la définition du terreau est uniquement le fruit de la décomposition de matière organique végétale. Le soi-disant terreau du commerce sont des mélanges de plusieurs éléments naturels ou synthétiques enrichis en fertilisants. Souvent de qualité insuffisante pour être utilisés tels quels, ils ont cependant l'avantage d'être des mélanges pratiques qui peuvent convenir à des plantes faciles d'entretien. Ils peuvent aussi être facilement améliorés en les additionnant de sable ou autre terre à part égale. Les principaux mélanges que l'on peut trouver dans les jardineries sont les terreaux, plantes vertes et fleuries, plantes d'intérieur, c'est le plus basique qui convient aux plantes peu exigeantes. Les terreaux agrumes plus riches et drainants qui peuvent s'utiliser aussi aux plantes méditerranéennes. Les terreaux cactés pour toutes les plantes grasses plus aérées et bien drainants. Les terreaux bonsaï particulièrement aérés pour favoriser le drainage. Et enfin les mélanges orchidées sans terre à base d'écorce et de mousse. L'idéal est de composer soi-même son mélange au moment du rempotage afin de l'adapter aux différentes plantes. Il peut être difficile de réaliser le sol parfait, c'est pourquoi on peut répondre facilement aux principaux besoins des végétaux à l'aide de quelques matières premières. Certaines matières premières
permettent d'obtenir les qualités requises comme une bonne aération permettant ainsi le bon développement et la respiration des racines tout en offrant un bon support pour le maintien de la plante. D'autres matières en revanche permettent une bonne rétention en eau, évitant au substrat de se dessécher trop rapidement pour optimiser les arrosages. La présence de matière organique est bien sûr très importante. En effet, en se minéralisant, elle nourrit la plante sur le long terme. Pour la composition du substrat, vous avez deux types de matériaux, les synthétiques et les naturels. Dans les matériaux synthétiques, vous avez les billes d'argile, utilisées pour le drainage au fond du pot, la perlite, matériau léger et poreux, qui donne une bonne aération du substrat, néanmoins assez friable et se désintègre avec le temps. La pouzzolane, une roche volcanique poreuse pour l'aération du substrat, utilisée aussi pour le drainage au fond du pot. Et la vermiculite, un matériau minéral que beaucoup de gens ont tendance à bouder, alors qu'en réalité, elle peut prendre la place de tous les autres matériaux précédemment énumérés. Un matériau inerte, léger et poreux, elle peut être utilisée à la fois pour l'aération du substrat, mais aussi au fond du pot pour le drainage. Également très pratique pour les semis et boutures, car les racines s'y développent plutôt bien, tout en évitant les problèmes de pourriture. Dans les matériaux naturels, vous avez le compost. C'est le fruit de la décomposition de déchets verts comme la pelouse tondue, les feuilles mortes, les épluchures de fruits et légumes, etc. Une matière riche en nutriments. Les écorces souvent utilisées dans le terreau pour aérer le mélange quand elles sont compostées, mais attention au pH qui peut être acide. On les utilise aussi quand elles ne sont pas compostées pour les mélanges d'orchidées. La fibre de coco, une fois assez broyée, elle offre une bonne rétention en eau et peut se substituer à la tourbe. Le sable, très utile pour le drainage. La sphaigne, qui offre une excellente rétention en eau et en air, souvent utilisée pour la culture des orchidées. Le terreau, un mélange de décomposition organique, feuilles, écorces, fumier, etc. qui offre un bon apport en nutriments et une bonne capacité en rétention en eau. La terre du jardin, ce n'est pas la terre végétale du commerce, c'est la terre que vous ramassez dans votre propre jardin en prenant soin de débarrasser cailloux, racines et insectes qu'il faut utiliser en mélange car elle peut être lourde, cela peut varier. Elle ne doit pas être non plus trop calcaire, elle est très utile de par son milieu vivant car elle contient de l'humus et des micro-organismes. La terre de bruyère, assez proche du terreau, c'est le résultat de la décomposition de bruyères et autres végétaux de sous-bois. C'est la véritable terre de bruyère plutôt acide, avec un pH allant de 4 à 5, utilisée de préférence pour les plantes acidophiles ou calcifuges. Elle est assez rare dans le commerce, on trouve plus fréquemment de la terre dite de bruyère, composée de manière générale de tourbe, d'écorce broyée, de terreau, de compost et de sable. Moins chère, elle possède à peu près la même qualité que la vraie terre de bruyère. Et enfin la tourbe, un matériau fossile que l'on trouve dans des tourbières, qui peut être blonde, brune ou noire selon son degré de décomposition. Utilisée pour l'aération du substrat, elle est aussi utile pour sa rétention en eau. Néanmoins, attention, elle peut être difficile à réhydrater si elle vient à sécher. Tous ces matériaux peuvent être trouvés dans le commerce mais aussi dans la nature. Attention, je n'incite personne à prélever quoi que ce soit dans la nature. Pour ceux et celles qui l'ignorent, il est strictement interdit de prélever dans la nature, que ce soit vivant ou inerte. Si les forces de l'ordre, gardes pêche et chasse ou forestiers vous attrapent, c'est amendable. Et ils en ont le pouvoir, à moins d'avoir des autorisations particulières. Ce qui est à la nature reste dans la nature. En revanche, vous pouvez vous servir dans votre propre jardin ou terrain privatif, même s'il ne vous appartient pas, à condition d'avoir l'autorisation des propriétaires. Le substrat peut s'appauvrir rapidement en nutriments de par la consommation de la plante, surtout en été, mais aussi par le lessivage du sol lié à l'arrosage. Un rempotage dans le même pot avec un nouveau substrat peut être utile pour du long terme, mais la solution la plus facile et rapide est de fertiliser avec un apport en engrais. En ce qui concerne l'engrais, je vous délivre tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet dans une prochaine vidéo.
Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de la vidéo, sans oublier les notifications. Lâchez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également commenter et me soutenir en visionnant une publicité YouTube en cliquant sur le lien en bas dans la description. Je vous remercie mes petits colibris et je vous dis à très bientôt.